Sénatrice Waite, chers collègues, je suis entièrement d'accord avec ces amendements, mais je ne peux pas les soutenir pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma perspective est guidée par les principes de l'aîné Marshall. Le don d'apprendre, de voir d'un œil pour savoir quelles sont les forces autochtones et de l'autre œil de constater quelles sont les forces des institutions du monde occidental. En fait, le progrès, c'est l'équilibre. On ne doit pas choisir un monde plutôt que l'autre, on doit choisir les deux mondes pour le bien de nos populations. Je suis consciente également de ce à quoi Sa Majesté le Roi a fait référence dans son discours du trône. Il faut faire face aux réalités, sans les idéaliser. Il faut identifier les échecs de nos systèmes et il faut s'engager envers un travail de réparation honnête. C'est dans cet esprit, avec une perspective autochtone et les yeux grands ouverts, que je prends la parole au sujet du S2. Le texte vise à corriger des inégalités de longue date dans la loi sur les Indiens. Et il y a 3 amendements importants. Le texte remplace des termes désuets et offusquants. 2, on crée un processus pour les personnes qui souhaitent que leur nom soit retiré du registre. Et 3, le texte remédie aux inégalités créées par l'émancipation, notamment à l'égard des femmes mariées avant 85 qui ne peuvent pas retourner au sein de leur bande natale. Le projet de loi corrige des injustices précises qui ont eu un effet sur les familles autochtones depuis bien trop longtemps. Il s'agit de progrès, certes, même si ce sont de tout petits pas, et c'est vrai qu'on met un terme au préjudice. Comme l'a dit la sénatrice Odette lors de la 2e lecture, le texte de loi est un début de réponse face à des décennies d'injustice vécues par des êtres humains, des hommes et des femmes. Le projet de loi, en fait, est alimenté par les expériences de vie des gens, le vécu des communautés et un engagement envers la justice. J'aimerais vous parler de la portée du S2. Je vais vous parler des préjudices qu'on va régler. Ce projet de loi, en fait, n'est qu'un élément de la réponse. Il est important de reconnaître qu'il existe différentes formes de discrimination qui sont toujours bien présentes dans la loi sur les Indiens. Et dans ce texte de loi, on ne va pas pouvoir régler tous ces problèmes. Alors, j'aimerais parler des questions d'adhésion, d'appartenance et d'exclusion après la 2e génération. Et j'aimerais parler de la nation Kalipu dans ma province natale. Je vais aussi parler de l'importance historique de ce projet de loi qui est parrainé par des femmes des Premières Nations dans les 2 chambres du Parlement. Et enfin, je vais répéter l'importance du fait qu'il faut continuer à parler contre le colonialisme et l'injustice, que ce soit dans la loi sur les Indiens ou ailleurs. Je viens de Flat Bay, sur la côte ouest de notre province. Nous avons un chef et un conseil. Et nous avons été membres de l'Assemblée des Premières Nations. Lorsque la Terre-Neuve a rejoint la Confédération en 1949, notre province est devenue la 10e province. Mais le peuple Mi'kmaq a été exclu. À l'époque de l'Union, la loi sur les Indiens n'a pas été abrogée. L'identité autochtone à Terre-Neuve et Labrador a en fait été effacée. Ce n'était pas une omission, c'était une décision qui a été prise, à savoir éliminer le problème indien en éliminant l'Indien. Donc sur papier, nous n'existons plus. Et puis en plus, on n'était même pas au courant. On a continué de vivre notre vie comme auparavant. Je vais vous donner une version excessivement condensée de ce qui s'est passé. Au début des années 70, les peuples autochtones de la province se sont unifiés et ont poursuivi le gouvernement fédéral. Et c'est ironique pour discrimination parce que les Indiens de Terre-Neuve et Labrador n'étaient pas traités comme les Indiens des autres parties du pays. Après de nombreuses années de négociations, il y a eu une grève de la faim par 9 guerriers de Conne River et une réserve a été créée à Terre-Neuve.
Flat Bay a ensuite été créé, etc. Et les choses ont changé politiquement parlant. Et les contestations se sont poursuivies, ce qui nous amène à 2009, à l'époque de la création de la nation Qalipu. Et les règles coloniales continuent de déterminer qui est reconnu par le Canada. L'identité relève du contrôle fédéral et pas des Autochtones. Et c'est très évident dans l'expérience de la Première Nation Qalipu. Lorsque cette Première Nation a été créée, une bande, à savoir une corporation, a été créée pour réparer une injustice, c'est-à-dire redonner une reconnaissance aux Mi'kmaq de notre province qui avaient été exclus des politiques depuis des décennies. Mais le processus était lacunaire. 100 000 personnes ont demandé d'être enregistrées, mais la population de notre province n'est que de 500 millions d'habitants. Des milliers d'entre elles ont fait leur demande pour voir les règles réécrites après coup. Des familles ayant des racines culturelles profondes et une forte présence dans la communauté ont été rejetées. Pendant ce temps, beaucoup de personnes qui n'avaient aucun lien réel avec l'héritage Mi'kmaq ont obtenu le statut d'Indien. Je les appelle les Indiens sur papier. Il en résulte un registre incohérent qui inclut des personnes qui ne devraient pas y figurer et exclut des personnes qui auraient toujours dû y figurer. Cela a causé un préjudice réel. Cela a privé des familles Mi'kmaq légitimes de la reconnaissance des droits qu'elles méritent. Cela a permis à la bureaucratie fédérale de déterminer l'appartenance autochtone à la place des nations autochtones elles-mêmes. Cela a contraint certains membres de ma communauté à demander la reconnaissance dans le cadre d'un processus défaillant. Quelques exemples. Il y a eu un cas où 3 enfants nés des mêmes parents ont vu l'aîné et le cadet obtenir le statut, mais pas celui du milieu. C'est les mêmes parents? Un autre exemple, 2 frères et sœurs. Alors, le fils a été enregistré par la fille car elle est à l'université. Voyez à quel point ce processus ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, la Première Nation Qalipu et ses membres qui nous effacent de notre propre communauté. On ne respecte pas nos aînés. On dit « Ah, il ne faut pas parler aux aînés à Flat Bay ». Ce sont des personnes qui sont à la base même du mouvement autochtone à Terre-Neuve et Labrador. C'est l'injustice dans toute sa splendeur. Bon, avant que ça soit là, partout sur les médias sociaux, je vais le dire. Il y a des Indiens inscrits légitimes au sein de la Première Nation Qalipu, mais beaucoup ne le sont pas. Je fournis ces informations afin de servir de toile de fond aux leçons apprises et aux changements qui doivent être apportés à l'avenir dans le cadre de la loi sur les Indiens. Nous devons veiller à ce que l'inscription future soit menée par la communauté et définisse le lien avec la communauté. Ce doit être la communauté qui détermine qui sont ses membres. Tout processus futur doit avoir des règles claires, fiables et transparentes. Il devra inclure les aînés et les détenteurs de connaissances et respecter l'identité vécue, pas les formalités administratives. Et il doit y avoir des recours équitables qui rétablissent la dignité et ne la nient pas. Alors, le projet de loi S2 répond à la question urgente de l'affranchissement, une pratique historique qui continue d'avoir des effets dévastateurs sur les communautés autochtones. Nous l'avons tous déjà entendu. C'était la politique par laquelle les membres des Premières Nations pouvaient renoncer à leur statut afin d'obtenir certains avantages, notamment le droit de vote. Certaines personnes ont suivi ce processus de leur plein gré, d'autres non. En ce moment, la loi sur les Indiens ne mentionne pas les personnes touchées par l'émancipation comme ayant le droit de s'inscrire. Ce projet de loi créerait une nouvelle clause qui donnerait le droit de s'inscrire aux personnes qui se sont vues refuser ou ont perdu leur statut en raison de cette émancipation. L'émancipation a pris fin dans les années 60, mais ses conséquences se sont transmises de génération en génération. Ceux qui ont été émancipés volontairement ou de force et leurs descendants restent exclus du statut. Ce projet de loi offre un moyen de leur rendre ce qui leur a été injustement retiré. Les témoignages ont renforcé l'idée que ça ne peut pas attendre. Catherine Fournier a décrit l'émancipation comme génocidaire dans sa portée. Notre médecin, avocat et chef indien, le Dr. Wilton Littlechild, a identifié des incohérences entre la loi sur les Indiens et les obligations du Canada en vertu de la Déclaration des Nations unies, en particulier les articles 6, 7, 8 et 9 qui protègent l'identité autochtone et interdisent l'assimilation forcée.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique, dans l'affaire Nicholas, a confirmé que certaines dispositions de la loi sur les Indiens violaient les droits et l'égalité des familles concernées en vertu de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a donné au Canada jusqu'en avril 2026 pour remédier à cette violation. Le projet de loi S2 constitue cette correction. L'adoption de ce projet de loi n'est pas facultative, c'est une obligation morale et une obligation en vertu de la Charte. Il est également important de reconnaître les problèmes d'inscription qui ne sont pas abordés dans le cadre du projet de loi S2. Au comité, de nombreux témoins ont identifié comme prioritaire la question de l'exclusion après la deuxième génération, en vertu de l'article 6.2 de la loi sur les Indiens. Nous avons entendu de nombreux témoignages sur les préjudices causés par ce paragraphe 6.2. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un problème urgent qui cause des préjudices et qui doit être résolu. Cela a été très difficile à entendre en comité et de nombreuses larmes ont été versées, tant par les témoins que par nous, les membres du comité. Nous sommes tous concernés par cette question. Tous les Indiens inscrits ici et dans la tribune, dans la Chambre, la ministre elle-même est touchée. Je félicite les membres du Comité des peuples autochtones. Je vois le travail que vous faites et que vous essayez de faire. Mais l'inscription est une question complexe qui nécessite son propre processus d'élaboration. À plusieurs reprises, la ministre des Services autochtones a réitéré son engagement à travailler avec les communautés autochtones pour trouver une solution élaborée conjointement, de nation à nation, et qui émane des communautés elles-mêmes. Nous ne devons pas entraver ce travail en ajoutant des amendements précipités au projet de loi S2. Il est très important que nous fassions les choses correctement. Nous devons laisser la ministre le temps de continuer à chercher des solutions et à écouter les communautés avant d'agir sur l'article 6.2. L'adoption de ce projet de loi sans amendement ne met pas fin à notre travail de modification de la loi sur les Indiens. Cela ne signifie pas que nous ignorons l'urgence d'autres questions relatives à l'appartenance et aux dispositions discriminatoires de la loi sur les Indiens. Cela signifie plutôt que nous faisons un pas en avant vers la justice. Nous continuerons et nous devons continuer ce travail dans un esprit de réconciliation, de coélaboration et dans le respect de nos obligations en vertu de la Charte et de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Nous devons faire les choses de façon responsable et respectueuse. Il ne s'agit pas de simples amendements. Cela nécessite un dialogue approfondi entre les nations et des solutions menées par les communautés. Avec une honnêteté lucide, nous devons reconnaître que si nous précipitons les amendements du projet de loi, nous risquons de retarder la justice pour les familles émancipées qui attendent déjà depuis des décennies. Chers collègues, pour la première fois dans l'histoire du Canada, une femme autochtone occupe le poste de ministre des Services aux Autochtones. Ancienne grande chef dans nos systèmes traditionnels, cela signifie quelque chose. Son leadership est important. Trop souvent, on attend des femmes autochtones occupant des postes de pouvoir qu'elles soient parfaites, qu'elles justifient leur présence, qu'elles soient tout pour tout le monde. Aujourd'hui, je rejette cette attente. Je prends la parole pour apporter mon soutien, pas pour critiquer ou contester, mais pour encourager. À la chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse-Nepinac, je vous salue. Merci pour votre leadership. À la sénatrice Odette, promotrice de ce projet de loi, vous êtes formidable. Vous abordez chaque question petit à petit. Je suis fière de vous et du travail que vous faites. Et c'est un honneur d'être dans cette chambre avec vous. À la ministre Galmasty, vous êtes en train d'écrire l'histoire, mais surtout vous êtes en train d'apporter des changements. Vous créez un nouveau souvenir dans l'esprit plutôt de nos enfants. Vous montrez à des générations de jeunes autochtones, en particulier aux filles, que non seulement nous avons notre place dans ces espaces, mais que nous sommes également essentiels à ceux-ci. Que ce moment marque un tournant, non seulement en matière de représentation, mais en matière de respect. Non seulement en parole, mais aussi en acte. Et non seulement en politique, mais aussi au cœur du cheminement de ce pays vers une véritable réconciliation. Une ancienne grande chef, je dois le dire encore, occupe le poste de ministre des Services aux Autochtones. Je n'aurais jamais pensé voir ça. Elle dirige ce travail, assume la responsabilité de restaurer la confiance et de faire progresser la justice pour nos peuples. Elle brise des barrières qui existaient depuis des siècles. Mais elle a été très claire. Elle ne peut accepter d'amendement pour le moment. Ainsi, même si j'entends
l'appel à en faire plus, et je conviens qu'il faut en faire plus. Mais je ne peux pas soutenir des amendements qui compromettraient les progrès réalisés aujourd'hui. J'ai choisi plutôt de soutenir cette ministre autochtone dans son rôle historique. Je suis désolée, le temps qui a été alloué pour votre discours a expiré. Est-ce que vous demandez 5 minutes additionnelles? Les sénateurs sont-ils d'accord? Allez-y. Alors, j'entends cet appel à en faire plus et je suis d'accord, on doit en faire plus, mais je ne peux pas soutenir des amendements qui remettraient en cause les progrès réalisés aujourd'hui. Je choisis plutôt de soutenir cette ministre autochtone dans son rôle historique. Et je m'engage à travailler avec elle pour faire en sorte que les prochains chapitres de ce processus soient à la hauteur des normes que notre peuple mérite. À l'heure actuelle, avec une vision, avec 2 yeux et une honnêteté lucide, je déclare ceci. Je dois soutenir cette ministre. L'adoption du projet de loi S2 est à la fois un impératif moral et une obligation légale. Bien que l'adoption de ce projet de loi ne résoudra pas toutes les dispositions discriminatoires restantes de la loi sur les Indiens, elle représente néanmoins un pas historique en avant, un pas vers la justice pour les familles autochtones qui ont déjà attendu trop longtemps, des femmes et des hommes. Adoptons ce projet de loi sans amendement, non pas parce qu'il est parfait, mais parce que la justice différée reste une injustice. Nous continuerons à faire pression, nous continuerons à corriger, nous ne nous arrêterons pas tant que les nations autochtones n'auront pas pleinement défini leur propre identité, leur propre citoyenneté et leur propre avenir. Nous devons adopter ce projet de loi, pas parce que c'est la réponse définitive, mais parce qu'il s'agit d'un début. Un début que certains d'entre nous, comme Beverly Esmond et la Société de la Nation Michelle Calliope, attendent depuis bien trop longtemps. Merci. Senator McCallum. Sénatrice McCallum, vous avez une question? Sénatrice White, vous acceptez une question? Sénatrice White, est-ce que vous accepteriez une question? Oui. Sénatrice McCallum, merci. Nous avons entendu un langage alarmiste auparavant concernant le nombre de gens. Bon, et ça ne reflète pas la réalité. On l'a entendu. On ne peut pas utiliser le sous-financement discriminatoire comme une raison pour ne pas donner les droits des gens. Saviez-vous que dans la décision de la Cour suprême du Canada, on dit que on ne peut pas dire que les changements à la loi sur les Indiens seraient un poids financier sur les Premières Nations. L'échec possible dans l'avenir d'offres de ressources additionnelles nécessaires pour mettre en place le régime qui assurerait le respect pour les droits d'égalité ne peut pas justifier une violation des droits constitutionnels dans ces mesures législatives. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire à ce sujet? Sénatrice White. Je suis désolée, sénatrice McCallum. Vous parlez de combien? Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, même si je suis avocate. Je ne suis pas certaine de la question, mais je n'ai pas parlé de coût. Je n'ai pas parlé de rien qui était relié au coût, alors je ne suis pas certaine de votre question. Sénatrice McCallum, vous aviez dit qu'il y avait des gens qui seraient inscrits en nombre alarmant. Voilà ce sur quoi portait ma question. On a entendu dans cette Chambre aujourd'hui que le financement, bref, qu'ils doivent consulter par rapport au financement, par rapport aux gens qui vont s'inscrire. Et donc, je voulais que vous fassiez un commentaire à ce sujet. Ah, merci, je suis désolée. Je n'ai pas parlé du coût de l'inscription ou même du nombre de gens qui s'inscriraient. J'ai seulement parlé du processus qui se produit à Terre-Neuve et Labrador
On parle de 100 000 personnes qui ont fait une demande d'inscription. En fait, à la fin, il n'y en a que 30 000 qui ont été acceptées. Mais il y a eu 5 affaires devant les tribunaux, alors je ne suis pas certaine. Mais bon, oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je ne sais pas comment répondre à votre question. Je suis désolée.